toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Une cinquantaine de nouveaux abonnés sur la chaîne, bienvenue à vous, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour booster l'algorithme YouTube et de faire grandir cette belle communauté des rois du Bitcoin. On va bien sûr en parler aujourd'hui, on va parler FUD, on va parler Voyager by Binance, on va parler de Powell, et merci à toi, un des membres du Discord, on va revenir juste après dessus par rapport à ton retour vis-à-vis du discours de Jerome Powell. On va parler des options, on va parler du consensus, on va parler aussi d'Ubisoft. Mathis voulait qu'on fasse un tout petit tour sur Ubisoft. Je vous redonne mon point de vue en toute fin de vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et pensez à annihiler toute forme de stress et d'émotion. Ça ne sert strictement à rien sur les marchés financiers, hormis faire des erreurs et des erreurs qui peuvent coûter extrêmement cher. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Kovox, merci à toi pour ton petit retour vis-à-vis du discours du Jerome Powell par rapport à son entretien et son, comment on dit ça, son question-réponse, hein, toujours un petit peu délicat vis-à-vis des sénateurs américains. Donc si vous voulez le lire, je vous le passe très rapidement comme ça, et puis vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez, ou venir directement sur le fil d'actualité Discours Jérôme Powell. Merci à toi pour ton retour. On va parler Bitcoin tout de suite. On arrive sur un test de nos convictions, en tout cas de mes convictions, 21 500 $, tant que ça tient. Bah, nous sommes dans un range, on achète les bas de range, potentiellement on vend les hauts de range, on a une très belle résistance sur les 25 000 $, elle est ancienne cette résistance, c'est une résistance absolue d'un précédent high, juste ici, si on vient à s'affranchir et accepter au-dessus, on pourra relancer ce flux acheteur, cette dynamique haussière se magnifiera les printaniers, et pour l'instant c'est pas ce que l'on voit, en tout cas les graphiques ne nous disent pas ça. Le graphique nous dit que nous sommes dans un range, et les bornes de range sont généralement délimitées sur des clôtures de bougies ou des mèches, puisque chez les rois on n'oublie personne, en weekly, donc on va vous le montrer tout de suite, je vous le montre tout de suite, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez une magnifique relance haussière avec un arrachement aussi, une continuation haussière, point haut, point bas. Si on casse en bas et si on clôture en bas, c'est bear. Si on clôture en haut et on valide en haut, c'est acceptation, c'est boule. Et actuellement, on est entre les deux. Dès lors, on a tendance à penser, et j'ai tendance à penser, que nous délimitons des bandes de range sur des premiers arrêts. Fantastique, nous arrivons exactement sur un 382 de tout le précédent mouvement. Et c'est ici généralement qu'on pose des lots de range, tout simplement. Et on peut continuer longtemps, hein. Ça peut durer bien évidemment des semaines. On peut faire des choses comme ça, continuer à aller un petit peu en bas, aller faire un tour en haut, revenir en haut et puis continuer en bas. Il faudra bien sûr des news catalysantes et des flux acheteurs sur ce marché et des gros portefeuilles qui viennent investir du Bitcoin sur ces niveaux de valorisation qui sont des bons prix. Pour être tout à fait honnête avec vous, en dessous des 28 000 $, Bitcoin reste en discount et est relativement intéressant pour de l'investissement dit très long terme. J'ai pas plus de choses à dire, on avait tracé ça il y a quelques jours, je sais pas si vous vous souvenez, un petit pic en haut et on vient chercher cette petite, ce petit rondelet juste là. Bon, on arrive sur un bas de range, j'aurais pensé qu'on ait cherché au moins les 0,50, donc on a oublié beaucoup de vendeurs à découvert sur ce marché qu'on viendra très probablement tout au tard venir dégommer. Évidemment, le marché n'est pas unidirectionnel et nous sommes très probablement en train de créer un range et les invalidations sont bien évidemment pour moi toujours les 20 000 $. On n'a rien à faire sous les 20 000 $. Ici, ce sont des lots qui sont extrêmement importants, ce qu'on peut aussi appeler des lots de tendance et définitifs. Si on vient à s'affranchir de ce lot ici sur les 20 384 $, je vous le dis franchement, c'est pas normal et c'est pas boule l'histoire. Ce sera clairement un piège qu'on appelle un piège acheteur, un bull trap qu'on est parti chercher les 25 000 $ et on irait très probablement peut-être valider ce déséquilibre sur les 17 000 $. Faites très attention, c'est ici également par rapport à des zones d'achat qui sont extrêmement intéressantes pour des gros portefeuilles, mais psychologiquement ardu de se positionner sur ces niveaux de prix. Quand on le dit ici, bah c'est j'aimerais tant racheter à 17 000 $, mais si on y vient assez avec perte et fracas, généralement catalysé par des news, c'est extrêmement difficile de se positionner là-dedans, alors que nous avons potentiellement des magnifiques bottoms définitifs avec un potentiel neckline, un W weekly, mais pour l'instant on y est extrêmement loin, il n'y a aucune invalidation, ni plus ni moins. D'ailleurs, vous avez des objectifs idiotistes sur des bonnes 4 ici, sur des 4, et puis on peut faire un arrachement et une extension de 5 qui prend tout le monde de revers. Le sentiment est repassé dans le fear ici, on va le regarder juste là, je sais plus qui c'est qui l'avait, je crois que c'est José qui nous l'a partagé. On repart dans la peur, donc c'est plutôt positif, hein. C'est malheureux de dire ça, mais c'est positif quand les gens ont peur. Vous avez également des clusters de liquidité qui sont encore un tout petit peu plus haut sur les 23 000 $ et les 25 000 $. Vous en avez également un tout petit peu plus bas, ce qui est juste intéressant d'observer. Quand on regarde en fait ces charts-là et comment on fait une forme de déduction, c'est que lorsqu'on arrive sur des points psychologiquement difficiles, généralement ce sont des supports. Et on ne vend pas les supports. Bien évidemment, on les achète généralement les supports. Et on regarde qu'il y a des gros portefeuilles qui s'y positionnent. Hein, c'est clairement ce qu'on doit observer et ce qu'on doit remarquer. C'est que dès qu'on arrive sur les 21 900 $, 21 700 $,
boum, il y a des gros portefeuilles, 1 million à 10 millions de dollars, cachette. Vous avez également les cousins, les 100 millions, 1 million de dollars, boum, cachette. On capture de la liquidité. Ces gros portefeuilles n'ont pas d'autre choix pour pouvoir se positionner d'acheter lorsque la liquidité s'y trouve. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut malheureusement pas faire autrement. Vous comprenez que si vous avez des énormes ordres à passer au marché, généralement c'est des ordres au marché, c'est pas forcément des ordres limites, bah vous êtes obligé de vous servir de stop complètement évident et de poche de liquidité complètement évidente. Vous en avez deux qui sont énormes, c'est ici sous les 21 500 dollars et vous en avez une probablement très grosse, mais on n'a vraiment rien à y faire puisque je pense qu'on a oublié beaucoup de personnes ici, en dessous des 20 000 dollars. Ici, on peut bien sûr y aller. Mais il ne faut pas qu'on clôture et qu'on accepte en dessous des 21 500 dollars. C'est tout ce que je dis depuis des semaines. Honnêtement, on n'a rien à y faire. Si ce truc est bullish, on n'a pas à y aller. Tout simplement. En tout cas, on n'y a pas à s'installer. On peut faire un pic et puis après refaire une massive bouger ravalement en weekly. Ça ne me pose aucun problème. Mais interdiction de s'y installer et de continuer à se dégrader. Et on va prendre beaucoup de fun et beaucoup d'informations dans cette vidéo qui sont plutôt positifs ou éventuellement plutôt négatifs. Et à vous de choisir votre camp, bien évidemment. Et si vous avez choisi un camp, que vous soyez bull ou que vous soyez bear, tenez-le ce scénario jusqu'à validation. Je prends l'exemple de Stokiki, c'est un membre relativement bear et potentiellement raison. Hein. L'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est toujours de gagner. Et il nous remonte par rapport au stock LRSI ou le shop LRSI. Moi j'utilise le stochastique ou le shop RSI. Mais ici, la raison, il y a potentiellement une fractale, si vous voulez, une redondance par rapport à un point qui pourrait être bear si on venait à s'affranchir de cette petite oblique qui on est en train de la travailler. Hein. Actuellement, je suis en weekly. Si on travaille sur cette petite oblique-là et on vient à s'installer une acceptation, on peut clôturer en dessous, mais il faut le ravaler la semaine d'après. Aucune acceptation, donc de bougie de confirmation. Et effectivement, il y a une redondance. Ici, c'est bear, ici, c'est bear, ici, c'est bear, ici, c'est bear, 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 et potentiellement bear. Maintenant, c'est toujours la même chose, on essaie de regarder ce qui nous conforte notre billet. Pour ma part, le billet est plutôt boule. On peut y rester longtemps. Hein. Si on est ici, on a effectivement un stock RSI qui est relativement important. Le shop ici qui commence à se donner une forme de continuation tendancielle. On peut aller un tout petit peu plus bas. Mais c'est clairement ce qu'on avait observé en réalité en 2019. On a un peu les yeux en 2019. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise solution. Mais si vous revenez ici en 2019, vous avez exactement la même fractale. Vous avez un stock RSI qui est relativement élevé et on peut y rester. En réalité, on peut y rester longtemps dans ce stock RSI relativement haut. Même si on continue à dégrader au niveau du shop, bah derrière, on peut faire des jolis arrachements haussiers. On joue beaucoup contre le sentiment. Et j'ai comme l'impression, peut-être on a l'impression que c'est relativement boule, etc., que les gens sont trop boules et qu'on va chercher la liquidation. C'est vrai, on a chopé 200 millions de liquidations il y a encore quelques jours en arrière. Beaucoup de personnes avaient acheté sous résistance. C'est pas la meilleure solution d'acheter sous résistance. On attend bien sûr les dips. Ceci est un dip. Est-ce qu'on achète le dip en bas de range? Range trader, évidemment. Premier arrêt trader de tendance, évidemment. Des confluences s'installent, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer sur les flux de liquidité. Je trouvais ça intéressant. Donc, juste pour vous dire, quoi qu'on regarde, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense par rapport aux nos billets qu'on peut avoir qui sont psychologiques, eh ben, je pense que c'est plutôt intéressant de regarder le crypto fear and greed. Je crois que c'est, honnêtement, ça permet d'avoir un réel curseur, une réelle dynamique. Est-ce que vous êtes plutôt bull? Est-ce que vous êtes plutôt bear? Bah, en fait, les gens sont plutôt bear, peut-être ont quand même en tout cas de la peur. Alors c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils font le contraire de ce que la majorité pense? Est-ce qu'ils, comme on a peur, et bah donc on achète en longue et on se fait découper? Bien évidemment que c'est une possibilité, mais c'est plutôt intéressant de l'observer puisque généralement les bottoms se posent dans l'extrême peur et on a y resté quelques semaines, rappelez-vous, et on a créé des bottoms et des arrachements aussi. Ça, je pense que c'était très important. D'un point de vue technique et d'un point de vue psychologique, on peut faire un tout petit tour sur Ishimoku Kinkoyo, il y a encore problème avec ça, on a toujours des supports dynamiques, ici notre Kinjun, ici notre Tenkan. La Tenkan devrait encore augmenter juste ici, je pense, sur les 21 500, 21 550 dollars à peu près, donc ça peut être intéressant pour la clôture de la semaine prochaine, je pense que ça fera office de résistant, de support dynamique, pardon, et on est en train de pénétrer le nuage au niveau du daily. Donc, si on pénètre un nuage, bah, l'objectif c'est d'en sortir, évidemment, mais on peut très bien aller chercher, malheureusement, des SSB juste ici, et on peut continuer à travailler, il y aura des confluences sur les timeframes supérieurs. C'est pas très boule, malheureusement, ce qu'on est en train de faire sur des petites timeframes, donc on joue les flux, et les flux sont potentiellement vendeurs, et on peut très bien faire quelque chose comme ça. On rejette ce flux vendeur, et on repart sur un flux vendeur, c'est pas du tout complètement impossible, pour après potentiellement essayer d'avoir une résolution, une directionnelle, et pour ma part, pour l'instant, dans mon état d'esprit et dans ma visualisation scénaristique, elle reste boule, et pas qu'un peu. Je pense qu'on ira très probablement chercher les 40 000 dollars, ou au minimum la target d'Hermès sur les 33 000 dollars. Mais j'ai le temps, ça peut prendre 2-3 semaines de plus, il n'y a aucun problème avec ça. Hermès avait dit, t'es gentil, mais J-2 avant explosion, ou J-2 avec pop explosif. En effet, pourquoi? Parce que
il y avait des catalyseurs. Et les catalyseurs, ils étaient plutôt pas trop mal. Vous aviez en fait le discours de Jérôme Powell. Bon, je le résume, ce discours de Jérôme Powell, des taux d'intérêt plus élevés que prévu et des hausses plus rapides que si nécessaire. Bon, c'est clairement pas ce que j'avais attendu, pour le coup. C'est pas ce qu'il nous avait dit il y a encore quelques semaines en arrière, ou quelques discours en arrière. Donc il a potentiellement un tout petit peu retourné sa veste, mais il reste quand même dans son objectif des 2,2% d'inflation. Et puis, il veut y arriver vite, il y a des élections l'année prochaine, en novembre 2024. Donc il a quand même des obligations pour y aller. Mais vous rassurez-vous, ça, je fais une redondance par rapport à la vidéo d'hier, et je pense qu'elle est extrêmement importante. Je vous en parle juste à la fin de cette vidéo. Restez bien avec moi. Donc, on a quand même des catalyseurs qui se trouvent demain. Vous avez la création des emplois non agricoles. Vous avez aussi le taux de chômage du mois de février, donc 3,4 à niveau du consensus actuellement. Et aujourd'hui, vous avez aussi autre chose. Voilà, inscription au chômage hebdomadaire. Actuellement, le consensus est à 195 000. Est-ce qu'il sera dans les cordes ou pas? Est-ce que finalement, il y aura beaucoup moins? Est-ce qu'il va marquer 150? Ce sera peut-être pas très bon pour Wall Street, mais Wall Street ne bouge pas. Pourquoi Wall Street ne bouge pas? Savez-vous pourquoi Wall Street est resté complètement stoïque sur cette petite bougie en daily? Vous allez regarder tout simplement les options et puis les brokers savent exactement ce qu'ils font. Vous avez des énormes volumes en réalité sur le 9, juste là, et puis c'est les 4000 points, ou les 400 points, ici sur le SPY. Donc c'est des très très gros volumes. Donc un max paying price sur les 400 points. On va regarder où a clôturé notre ami SPY, bizarrement, les 398,92. En somme, on ne peut pas mieux faire. Bitcoin se pète la tronche, Powell en remet une couche, mais S&P 500 ne bouge pas. C'est pas Jérôme Powell qui fait le marché. C'est le marché qui s'auto-alimente, et les brokers avec des poches qui sont bien remplies arrivent à positionner le marché là où c'est le plus rentable pour eux. Et généralement, comme ils font des marchés, ce sont des faiseurs de marché. Le marché choisit là où c'est le plus rentable pour lui, ni plus ni moins. En parlant d'options, vous avez également les options sur Bitcoin, évidemment. Vous avez un max paying price pour demain, 22 500 $. Donc actuellement, on est en train de travailler sur les 21 600, 21 500, 21 700. On peut très bien faire une toute petite excursion, repositionner les curseurs et ne pas faire gagner ce strike price aux alentours des 22 000 $ pour ces bears. Intéressant d'observer, je doute qu'on clôture la journée en dessous des 22 000 $, puisque Silvergate a annoncé sa faillite, et le prix n'a que très peu bougé. Il a perdu 300 ou 400 $. Silvergate, ça, pour la plupart d'entre nous, c'était un nouveau signe noir. Non, c'était pas si gros que ça. C'est 300 personnes, c'est pas énorme, c'est à peu près 1,3 milliard d'actifs. C'est pas FTX. FTX, c'était 15 fois plus gros, rappelons-le. Et ça a quand même pas mal bougé. Au niveau de nos précédentes résistances, il faudra un petit peu plus de force et mettre un maximum de personnes du mauvais côté pour pouvoir avoir une résolution directionnelle. On a le temps chez les rois, bien évidemment. Mais tant que ce n'est pas invalidé, évidemment, je reste gravé dans mon scénario, tout simplement. Donc ça a été annoncé dans la nuit, José l'a partagé, plusieurs personnes sur le Discord en ont discuté. Silvergate fait encore plonger le BTC, nouveau coup dur pour les cryptos, liquidation par rapport à la filière banque de Silvergate. Bon, on aurait pu potentiellement espérer un rachat, on aurait pu espérer autre chose, finalement rien n'a été fait, et puis c'est relativement rapide, ils n'ont donc pas pu divulguer leur cadice et ont décidé de liquider, se mettre en liquidation et tout simplement en faillite. Donc c'est juste la filiale, il ne me semble pas que ce soit Silvergate Digital, c'est Silvergate Bank ou Silvergate Capital qui a été mis c'est la partie bancaire de Silvergate qui s'est mis en défaut et qui s'est mis en liquidation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que moi, ça permet tout simplement de récupérer un petit peu de temps et voir quels sont les actifs qu'ils ont encore en disposition et voir comment ça va être tout simplement géré à l'avenir. Maintenant, ceci est dans le prix, ni plus ni moins. Voilà, la faillite de Silvergate, vous l'avez, elle est ici. Ok, pas plus de choses à dire. Même si le marché a tendance à pricer le pire, vous savez, lorsqu'il y a des signes noirs ou des FUD ou des réelles news qui sont bearish malheureusement, mais je pense que le marché a réussi à le faire. Et maintenant, beaucoup de personnes attendent ce cluster de liquidité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on le voit, en fait. Vous allez sur Trading Light, vous allez sur Deribit, et vous avez des couches, c'est des matelas de tapis d'ordre actuellement en limite qui sont positionnés. C'est plusieurs millions de dollars qui attendent patiemment de se faire fill, tout simplement. Donc, on attend les clusters et les stops complètement évidents. On peut faire partie de ces stops évidents si on est trader, range trader, et on met des stops relativement serrés. Ces gens-là capturent en réalité généralement sur le spot et non pas sur les futurs pour pouvoir continuer à agrémenter leur grab et agréger leur bague de Bitcoin qui vont très probablement nous revendre beaucoup plus tard et beaucoup plus cher. C'est bien évidemment le but du jeu. Ils font exactement comme nous, que ce soit des petits portefeuilles ou des grosses portefeuilles, ils se servent de ces liquidités pour pouvoir le repousser et repousser ce prix et capturer tous les vendeurs. Quand il n'y a plus de vendeurs, il y a plus d'acheteurs. S'il y a plus d'acheteurs, le prix s'apprécie, ni plus ni moins. Et vous voyez des gros clusters. Je ne dis pas qu'on ne doit pas y aller, je dis juste que si on y va, il faut vite le repousser.
tout simplement. Mais il n'y a pas personne dans ce train. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Donc servez-vous de ces informations-là si vous voulez vous repositionner en suivi de tendance sur Bitcoin pour positionner peut-être des ordres, mais vraiment saupoudrer si vous voulez, et acheter du Bitcoin sous les 21 500, sous les 21 300. C'est pas forcément un mauvais prix. On en reparlera dans 5 ans, mais je doute que 21 500 $ soit un mauvais prix dans les 5 prochaines années par rapport à Bitcoin. Ça, c'est une opinion, bien évidemment. Je ne connaissant pas l'avenir, mais c'est mon scénario, tout simplement. Voilà pour ça. On continue avec un autre petit FUD, c'est ceci. Ceci, c'est un FUD. Hein. Les autorités fédérales consolident ou envoient 40 000 bitcoins, faisant craindre une vente imminente vis-à-vis de Coinbase. Donc c'est clairement un FUD. Ce sont des saisies, en fait, par rapport à des pirates par le gouvernement américain. C'est tout simplement un rassemblement de plusieurs milliers de bitcoins qui se sont mis en une ou deux adresses qui correspondent à 40 000 bitcoins. Les Chinois ont beaucoup de bitcoins, les Américains aussi ont du bitcoin. Rassurez-vous qu'ils ne vont pas tout de suite le mettre en vente libre, entre guillemets, ou en tout cas aux enchères, parce que c'est aussi une forme de garantie. Ils sont en train de se faire leur propre stock, si vous voulez, en termes de valeur refuge, peut-être, en valeur de réserve. C'est probablement pas demain qu'ils vont commencer à les vendre. Je le rappelle que le Parti chinois, le Parti communiste chinois, doit obligatoirement, dans toute saisie, le mettre à disposition du public sur des ventes en enchères. Sauf que les Chinois ne l'ont jamais fait avant le ban. Avant le ban, ils ne l'avaient pas fait. Il y a bien des raisons à cela. Donc les institutions détiennent du Bitcoin. Alors ils en détiennent parce qu'ils en saisissent, ils en détiennent quand... Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est une réalité, c'est un fait. Est-ce qu'ils vont le vendre? J'en doute très fortement. Ils n'ont aucune raison de le faire. Le marché du crypto est un tout petit marché. C'est juste ridicule. Et même s'ils scellent 40 000 bitcoins, au pire, on retrouvera du bitcoin peut-être à 18 000 $ ou à 19 000 $. Mais c'est quoi le message que le gouvernement américain envoie? Bon, ils veulent un hub crypto, un hub de ces technologies, ou ils veulent tout simplement le dindon de la farce. Donc, soyons réalistes, restons... comment je peux dire ça? Restons rationnels, et ceci, on l'efface immédiatement de notre esprit, ne regardons certainement pas ce type de choses. D'autres news qui sont très intéressantes, un juge restreint les pouvoirs de la SEC en matière de crypto-monnaie. Ça, c'est très intéressant, ça permet d'aller plutôt dans des news plutôt bullish pour le coup, puisque c'est un juge qui en a un tout petit peu marre de l'ingérence de la SEC vis-à-vis des projets crypto, que ce soit utility, que ce soit un securities, que ce soit une commodities, etc. Donc maintenant, laissez faire la justice, hein, leur travail. La justice est élue, la SEC ne l'est pas. Et alors la justice américaine, les juges américains sont élus par les citoyens. C'est un peu différent en France, mais c'est comme ça que ça marche. Et grosso modo, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc voilà, ils mettent un haut là, donc c'est, je crois, New York Sud, d'abord New York Sud, d'un juge qui explique, et généralement ça peut faire jurisprudence, et ça fait jurisprudence. Hein, ce genre de... C'est pas parce qu'il y en a un qui était à côté et qui a dit ça que ça va pas être, entre guillemets, repris. Généralement, ça fait beaucoup jurisprudence. C'est comme ça qu'on fonctionne, et en France, c'est la même chose, hein, bien évidemment. Donc c'est assez similaire, si vous voulez. Donc c'est plutôt une bonne news pour moi. Donc est-ce qu'ils vont un petit peu laisser tranquille nos amis et ces porteurs de projets cryptoactifs, qu'on parle de voyageurs, qu'on parle de Binance, qu'on parle de tout ça, qu'on parle de Circle, qu'on parle de Coinbase, qu'on parle de Kraken, qu'on parle, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt une bonne news. Et vous avez néanmoins le rachat de voyageurs par Binance US, alors qu'il est en train de se faire chasser vis-à-vis du BESD par la SEC notamment. La voie est libre pour la plateforme crypto pour qu'il rachète les actifs de voyageurs. Donc, en somme, j'ai envie de dire, CZ, barre-toi, mais tu peux racheter Voyageur, qui est une entreprise bien évidemment cotée aux États-Unis, ça, il n'y a pas de problème pour sauver les citoyens américains. Vous avez compris ce double jeu, vous avez compris c'est difficile de s'y retrouver, mais essayons en fait de prendre un maximum de recul et voir ce qui est. Si effectivement toutes les barrières se lèvent contre Binance US, et on veut la mort de Binance US, bah, c'est pas en acceptant ce type de choses, en réalité, qu'on peut finalement le pricer. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et je suis très content de l'apprendre. Je crois que ça pèse à peu près 1 milliard. Et d'ailleurs, on peut encore peut-être s'exposer sur Voyager, me semble-t-il, au niveau des marchés. Mais là, je crois que l'action a perdu 99,3% de sa valorisation. Regardez bien de ce côté-là, c'est un petit peu comme Silvergate. Silvergate n'y allait pas, hein, bien évidemment. Maintenant, on a la résolution. Bien que ce soit Silvergate Capital ou Silvergate Digital, Silvergate Capital, faites attention à ça, bien évidemment. Attendez une bonne consultation et attendez... finalement le retour d'un trend haussier. On le regardera d'ailleurs sur Ubisoft, ça permettrait d'avoir tout ça. Ça aussi, c'est une super news, et honnêtement, AXA, c'est le deuxième plus gros faiseur banque et assurance du monde. C'est énorme, AXA, hein. C'est une très grosse entreprise qui a eu et obtient son enregistrement PSAN. L'enregistrement PSAN, c'est très simple, ça permet quoi? Divers services liés aux crypto-monnaies est enregistrés, comme la conversion des crypto-actifs, l'achat, la vente de crypto-monnaies, ainsi que de la fiduciaire, et les échanges entre actifs, et pouvoir en détenir.
Voilà, ça sert à ça, d'avoir un enregistrement PSAN. Donc actuellement, le BAL, le fameux BAL 3, enfin les recommandations de BAL 3 vis-à-vis d'une d'un détient de 1250%, donc ça veut dire que si vous avez un bitcoin pour vos clients, vous devez avoir un bitcoin en fonds propres, en fiduciaire, en fiat. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, ça n'a pas été encore voté, c'est juste amené au niveau du Parlement européen, et actuellement, ça ne l'est pas. Donc on continue à travailler, on continue à construire, on continue à poser les bases, les infrastructures, pour pouvoir accueillir en réalité cette révolution et ces ruptures technologiques de demain. Bravo AXA, c'est une excellente news. On ne le voit pas dans le graphique, mais c'est une super news. Ces gros institutionnels-là continuent à poser leurs pieds là où il faut être, probablement demain. Et l'objectif, c'est même pas l'objectif, c'est que le bon sens veut que c'est pas quand tout le monde sera to the moon qu'il faudra commencer à accélérer pour faire à peu près tout et n'importe quoi pour pouvoir se positionner. Ce sont des décisions qui ont été prises il y a probablement plusieurs mois ou plusieurs années, notamment pour AXA, ce sont des réflexions qui ont été mûrement réfléchies avant de pouvoir s'intéresser, si vous voulez, à ces technologies-là. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison derrière. Et c'est pas une raison qu'on vend en une semaine, bien évidemment. On continue avec ça parce que je voulais vraiment vous repartir un petit peu dans le passé. Vous savez, j'aime beaucoup le faire. Ça, on peut prendre Boule 2019 et on peut prendre Bear 2015. Pourquoi Boule 2019 et Bear 2015? Puisqu'on a exactement les mêmes fractales. On avait travaillé d'ailleurs hier sur une espèce de divergence haussière cachée, divergence baissière. Donc on peut se retrouver juste ici, en réalité, pour beaucoup d'entre nous, avec un I majuscule, on est exactement ici. Et peut-être que d'autres, ça c'est plutôt boule. Alors on n'ira pas chercher les dips, peut-être qu'on viendra faire une toute petite excursion, vous avez compris, à 21 300$, ou je sais pas trop quoi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais d'autres pensent plutôt bear, et je me dis que est-ce que les bears, vous n'êtes pas plutôt là-dedans? Alors ça a fait des lots sur, je ne vais pas le prendre ici, parce que ici je suis sur l'index, je vais me prendre sur Bitstamp. Bitstamp c'est plus intéressant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé les précédents lots sur Bitstamp. Bah oui, quand vous êtes sur l'index, en fait vous êtes sur beaucoup de petits échangeurs très peu liquides à l'époque, donc vous aviez en fait bien cassé les précédents lots sur l'index, mais beaucoup de petits échangeurs, mais sur les gros comme Bitstamp à l'époque c'était un énorme échangeur, en 2015, ça n'a pas cassé les précédents lots. Donc certains d'entre nous, si on est plutôt bear, on est peut-être à peu près là-dedans. Vous avez une espèce de trendline ici, donc on est en train de la casser, et puis derrière, on va chercher un moins 30%, par exemple, ou un moins 20%, puisque c'est beaucoup plus liquide aujourd'hui. Donc pour avoir des drawdowns de moins 30, moins 40% en quelques jours, même si c'est encore très volatile, il y a quand même du monde dans le bus, et on l'a vu encore une fois sur Trading Light juste précédemment. Donc on pourrait voir quelque chose comme ça pour redonner en fait une forme de latéralisation et une extrusion haussière. Donc ça, c'est plutôt un scénario bear. Alors oui, je suis d'accord, on peut aussi aller chercher les 12 000$, mais ce sera catalysé. Hein. Il faudrait un vrai signe noir. Chute de Binance, chute de Tether, chute de Coinbase, hein, ou je sais pas trop quoi. Vous avez compris un peu l'idée. Hein. Ça, c'est super important. Pour casser les précédents lots, en dessous des 15 500 ou 15 600$, il va falloir vraiment avoir des signes noirs, et pas qu'un peu. Hein. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Dès lors, est-ce qu'on peut éventuellement le jouer? Est-ce qu'on peut peut-être éventuellement le catalyser? Eh bien, en fait, je reviens en arrière. Je vais revenir en arrière, mais vraiment en arrière, pour regarder, mais que s'était-il passé en août 2015? Eh bien, je vous ai trouvé une news. Et ça, je pense que ça doit résonner dans votre esprit. Satoshi Nakamoto parle. Pour l'interrogation, on aurait une vidéo YouTube, le truc avec l'interrogation des héros du Bitcoin. Le débat sur la fourche Bitcoin XT aurait attiré l'ire du créateur de Bitcoin. C'était une guerre civile. Si on repart en arrière, c'était la guerre civile entre les bitcoiners maximalistes, les développeurs à l'époque, pour pouvoir tout simplement essayer de faire un hard fork, qu'on appelait le hard fork XT à l'époque, sur le protocole Bitcoin, qui n'a finalement pas eu lieu. Donc il y avait vraiment des tiraillements, des conflits en interne entre les développeurs, donc c'était encore très peu liquide, on parle d'un Bitcoin à 200$ à l'époque, mais ça bougeait et c'était virulent. Il y avait beaucoup moins de personnes à l'époque, mais essayez de voir ce que j'essaie de vous dire. Ça concernait Bitcoin. La chute de Bitcoin en 2015, en plein bear market, fin de bear market, on l'a compris après, puisqu'on a eu des résolutions, donc la fin des bear market, on les constate par rapport à des éléments techniques, mais ça concernait Bitcoin directement. Ça concernait le code Bitcoin. Ça concernait un potentiel hard fork de Bitcoin. Derrière, il y a eu... Juste derrière, il y a eu Bitcoin Cash qui s'est mis en place et qui a d'ailleurs utilisé ce protocole XT ou cette évolution XT ou ce code XT d'ailleurs de façon native. Et c'était à peu près ça. Vous l'avez juste là, vous pouvez retourner sur Wikipédia pour essayer de comprendre ce que c'était Bitcoin XT. C'était vraiment là, hein. C'était vraiment entre le dit, enfin c'était un peu loin, mais la décision était là et le feu de l'action était à ce moment-là. Donc l'idée c'était de faire une implantation
Je vous le lis, hein, comme ça on le reprend. Les promoteurs du fork proposaient que la taille des blocs passait de 8 mégaoctets, puis qu'elle augmentait automatiquement de façon exponentielle, doublant tous les 2 ans. La proportion n'a pas reçu le soutien nécessaire en vigueur du réseau Bitcoin au début de 2016. L'objectif, c'était quoi? C'était en fait l'implémentation de la référence du Bitcoin contient un goulot d'étranglement. Pourquoi? Parce que la taille des blocs limite le nombre de transactions qui traitent par jour environ 300 000 transactions par jour, soit 3 transactions par seconde. Et l'idée, c'était d'augmenter en fait cette mise à l'échelle, une forme de scalabilité. Déjà en 2015, on en parlait. Ce que va proposer finalement Lightning, si vous voulez. Le Lightning, donc cette couche qui est complètement indépendante de Bitcoin, et ben propose en fait une mise à niveau, une mise à l'échelle, une forme de scalabilité pour pouvoir augmenter ce nombre de transactions, avec une forme de consensus, etc. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. D'ailleurs, Block continue à investir de façon extrêmement massive et paye très fort en fait sur Lightning Network. Ça, je trouve ça très intéressant et ça a été refusé. Dès lors, vous avez déjà, et on en parlera demain dans le live, parce que ça me donne une super transition pour le live de demain, par rapport à cette envie de Bitcoin qu'il soit extrêmement dur dans le marbre, extrêmement statique. L'objectif de Bitcoin, sa richesse, c'est sa non-évolutivité. Il gagne en résilience, il gagne en sécurité, il gagne en confiance, il gagne en tout ce que vous voulez, mais par rapport à son code, par rapport à sa nativité, il ne bougera pas, il ne bougera que très peu, très probablement dans les prochaines années. Ça bouge, hein, on continue à développer, etc. Il y a des consensus, il y a une gouvernance, et vous pouvez même vous-même, faut être relativement bon maintenant parce que les places sont chères, mais vous pouvez, si vous êtes développeur expert ou un génie du développement des technologies blockchain, vous pouvez bien évidemment interagir avec ce code et modifier ce code, ou en tout cas le faire évoluer. Et déjà à l'époque, ça avait été un refus, tout simplement. Et je trouvais ça très intéressant puisque ça concernait Bitcoin. Or, aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la planète crypto ne concerne en rien le protocole Bitcoin. Ne concerne en rien le protocole Bitcoin. Que Bitcoin vient faire là-dedans? Ben, il n'a rien à faire là-dedans. En fait, il se fait juste malmener par des pensées et par des choses qui sont externes, en réalité, à son protocole ou à sa consistante même, ou à sa philosophie et son idéologie même. Ok? Ça, je pense que c'était super important. Je finis cette vidéo-là et juste après, on fait Ubisoft avec grand plaisir. On a parlé d'absolument tout, je pense que je n'ai rien oublié. Donc j'ai envie de dire 2019 boule et 2015 bear, c'est pas forcément une vraie chose, si vous voulez. C'est juste pour remettre dans un concept de s'il y a des forts cracks, qui ne cassent même pas les précédents lots, ça venait au sein même de Bitcoin, au sein même du consensus et de la gouvernance de Bitcoin. Ça, c'est des choses qui sont très importantes aussi et qui reviennent par rapport à la vidéo d'hier. Guerre en Ukraine, montant record. Les États-Unis vont présenter l'un des budgets militaires les plus élevés de l'histoire en temps de paix. Vous avez une réplique directement vis-à-vis de l'Union européenne. L'Union européenne met 2 milliards d'euros de plus pour armer l'Ukraine. Donc, la dépense publique permet également, et ça on l'a vu hier, d'éviter des atterrissages brutaux. La dépense publique maintient l'économie. Et vous avez aussi ceci. Ça parle plus de la guerre, c'est autre chose, mais ça parle des États-Unis. Le déluge de subventions déversées par les États-Unis est en train de menacer l'industrie européenne. Des subventions sur les semi-conducteurs, des subventions sur l'électrification des voitures électriques, des subventions sur l'autonomie électrique avec les panneaux photovoltaïques, avec tout ce que vous voulez. Un déluge de subventions déversées sur les États-Unis est en train de menacer l'industrie européenne, notamment surtout, on parle de véhicules, on parle de Volkswagen, on parle de Peugeot, on parle de tout ça, hein, d'accord? Et ben voilà, comment on fait pour faire un magnifique atterrissage en douceur? Il faut de la dépense publique. On ne peut pas appeler ça vraiment de l'argent magique, parce que c'est clairement de la dette qui est levée sur les marchés, mais ça permet également, et on vous dira, ou on nous dira avec un N majuscule, je préférais vous le dire maintenant plutôt qu'un des analystes ou un économiste nous le dise dans 1 an ou dans 6 mois. Oui, mais c'est normal qu'il y a eu un atterrissage en douceur. Et pourquoi les marchés ont fait des nouveaux sommets? Parce qu'il y a des déluges de subventions. Oui, mais on l'a aujourd'hui, ces déluges de subventions, et c'est clairement pas ce qu'on a au fond de nous. Au fond de nous, on va chercher les 3500 points sur le S&P 500 ou les 3200 points sur le S&P 500 et Bitcoin va retourner à la cave. Voilà. Et ben c'est pas ce qu'on a et c'est pas ce qu'on voit à l'heure où je vous parle sur les graphiques. J'espère que je vous ai aidé. On finit juste sur Ubisoft, avec grand plaisir de reparler d'Ubisoft, puisque potentiellement, un petit W Weekly, c'est Moti qui voulait qu'on en parle. Donc avec grand plaisir d'en parler, parce que je sais que ça en concerne beaucoup de la communauté, des gamers, players, et qui aiment bien cette entreprise française, et je l'aime particulièrement bien également. Je serai un tout petit peu plus patient, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc oui, vous avez des choses, pour moi, c'est pas vraiment W Weekly, c'est plutôt
un VTOP, et les VTOP sont menés à être retestés, vous l'avez juste ici, pourquoi? Parce que si vous prenez votre mèche basse, juste là, et que vous revenez par rapport à cette petite mèche d'une troisième jambe, ou d'une deuxième jambe, on n'est pas venu rechercher les 618, et vous savez, moi j'aime bien qu'on vienne rechercher les 618, dès lors je ne le confirme pas en magnifique double bottom, un double bottom doit revenir dans une zone de rechargement d'achat, moyen terme, court terme si vous voulez. Mais on a bien fait le breakout et on avait également fait une magnifique bougie, mais ça on en avait parlé il y a plusieurs semaines de cela, ce qu'on appelle des bougies de ravalement haussière. Dès lors, vous pouvez avoir des targets de AB égale CD par exemple, sans aucun problème. Vous pouvez faire un AB égale CD avec cette bougie de ravalement d'avalement haussière et on peut aller chercher par exemple les 22, les 25 ou aller chercher peut-être les précédents supports qui font maintenant office de résistance aux alentours des 25 ou 26 dollars. Il n'y a pas de 26 euros. C'est pas du tout impossible. Par contre, notre ami Ubisoft nous l'a déjà fait très récemment dans ces périodes de retracement et de bear market. Et généralement, on va un peu plus bas, pour être tout à fait honnête avec vous. On va un tout petit peu en dessous d'une zone de rechargement première classe. Vous le voyez ici, vous le voyez d'ailleurs ici. Avec Ubisoft, on aime bien aller chercher des explosions. Hein, c'est très joueur. Hein, on peut presque voir une crypto quand on regarde Ubisoft ici. Et ben, vous voyez en fait qu'on a déjà eu des petits W weekly ou des VTOP qui ont potentiellement été retestés. Je vais juste enlever le VRVP. Ici, vous avez en fait des petites structures ou des petites structures ici. Vous avez un joli W weekly juste là, et puis derrière, on va chercher les précédents lots. Et on prend lequel, nous? Bah, moi, je préfère être plus patient. Je préfère vraiment attendre une vraie dynamique. Voilà, W dans des W, dans des W, dans des W, une acceptation. Et voilà, là, je préfère plutôt me positionner là-dedans, même à acheter un tout petit peu plus cher, voire les plus patients pourront acheter là, puisqu'après, on n'a plus jamais revisité, je crois, ces précédents. On va le regarder ensemble. On va le regarder ensemble. On suit bien, on vient breaker la moyenne MOVIP en trimestriel, c'est juste magnifique. Et puis derrière, on vient chercher là, on break tout, c'est juste beau, regardez là, c'est magnifique ça. Derrière, on fait une magnifique structure, et derrière, le rallye haussier. Vous avez exactement la même chose ici. Vous avez des petits WQ ici, hein, vous le connaissez, hein, même là, hein, vous avez des W, des W, des W. On vient chercher cette mobile mensuelle, d'ailleurs, on revient chercher cette moyenne mobile mensuelle, on revient sur une forme d'équilibrium, si vous voulez, mais toujours dans une dynamique tendancielle baissière. Vous avez ici un nouveau tag au niveau de cette petite moyenne mobile 20 périodes en mensuel, et puis là, on vient la breaker, et on a vraiment des structures en W, dans des W, dans des W, dans des grands W, qui sont même des W dits mensuels. On vient faire cette petite line, mais ça fait office de support dynamique à partir de maintenant. On a un magnifique rallye haussier. On revient juste là, donc il est encore un peu haut, dès lors ça va continuer à se déprécier, bien évidemment, vous avez compris un peu l'idée. Hein. Ceci va continuer à se déprécier, ben moi je verrai plutôt quelque chose comme ça. Hein, des petits W, éventuellement dans des W weekly qui viennent... Et ok, là je peux me positionner sur, éventuellement, si ça fait un petit truc comme ça par exemple, hein, je pourrais me positionner là. Donc je suis patient sur les valeurs du CAC 40. Et pourquoi je suis patient? Parce que je suis pas sûr qu'on se prenne un 110% sur ce type d'actifs. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Mon scénario dit, c'est l'année 2023, l'année du réel. Nouveau petit rebond probablement, target d'Hermès sur Bitcoin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais derrière, on va commencer à serrer les fesses, je pense, d'ici 2024-2025, parce que c'est là qu'on va avoir la réalité du marché qui va arriver. Là, peut-être la forte récession, peut-être le crash de tous les crashs, peut-être tout ce que vous voulez. Et sur ce type d'actifs, moi, je veux voir ceci. Mais oui, on sera peut-être en 2025 ou 2026. On a le temps chez les rois. C'est pas maintenant, c'est les soldes. Là, c'est les soldes. Ah, c'est les soldes. Ubisoft, c'est la vie. Non, Ubisoft, ils sont dans l'œil du démon. Donc, bien sûr que ça consolide. Hein, il y a des acheteurs. Il y a des gens qui disent, mais c'est incroyable, Ubisoft, c'est Assassin's Creed. Ubisoft, c'est tout ce que vous voulez. Bah, Ubisoft, il fera des jolies choses comme il a fait précédemment. Et croyez-moi, ce n'est jamais différent. Tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans le live des rois du Bitcoin et plein de surprises qui vont arriver. J'ai fait un entretien avec Waltio également, Pierre Morizot, cofondateur et CEO de Waltio. Vous aurez la vidéo dimanche, elle dure 1 heure. J'espère que ces contenus vous plaisent. J'espère que je vous apporte un maximum de valeur. On continue comme ça. Encore pour les 9 prochaines années. Ciao.